Salut tout le monde, bienvenue à la table du hockey. Aujourd'hui, on a un invité de marque, c'est le cas de le dire, Guillaume Latendresse. Salut, comment ça va, Guillaume? Ça va très bien, les boys. Merci de me recevoir. C'est cool. C'est le fun, bien Merci le à fun. toi, merci. Merci. Puis Jean-Michel, je pense que tu as quelques questions, je vais y en poser aussi. Donc, tu peux commencer. Guillaume, toi, tu as commencé en regardant toutes tes statistiques. Tu as commencé avec les riverains du collège Charlemagne dans le Midget World. Maintenant, tu es dans l'organisation. Est-ce que ton passage lorsque tu étais joueur t'a marqué à un point tel pour revenir dans l'organisation? Ben, premièrement, les Riverains, c'est une équipe qui est basée à Ville-Sainte-Catherine. Moi, je suis natif de Ville-Sainte-Catherine, donc mes rouages, ma maison familiale, tout est là-bas. J'habite encore sur la Rive-Sud de Montréal. J'ai eu l'opportunité de jouer dans la Ligue nationale. Puis mon premier parcours, ma première opportunité a été avec les Riverains. Moi, j'ai joué à 14 ans. Fait qu'on on m'a fait confiance. On m'a donné la chance de jouer à 14 ans, une année avec mon frère en plus, avec les Riverains. Fait que c'est sûr que ça crée un sentiment d'appartenance, ça crée une fierté de porter le logo. Donc là, je me retrouve que j'habite à 5 minutes de l'aréna. Je reviens avec ma situation familiale. C'est le meilleur des mondes que je vis présentement avec l'équipe. Donc, ouais, je pense que mon passé m'amène. Puis aujourd'hui, c'est drôle, c'est la rentrée scolaire. Mon gars rentre en secondaire 1 au collège. Fait que ça me fait vieillir un peu aujourd'hui. Est-ce que pour lui, les riverains, c'est quelque chose déjà implanté dans la famille? Ben, mon gars a joué toujours du niveau plus maison, plus au niveau OK. civil que peut-être l'élite. Mais il commence à être plus passionné. Il vient voir des matchs très souvent. Il a été assez impliqué. Mon frère qui rentre aussi, qui a pris sa retraite du hockey professionnel, qui s'en vient comme entraîneur-chef de l'équipe Midget Espoir. Fait que disons qu'on la tendresse est impliquée pas mal au Collège Charlemagne, c'est le fun. Simon, est-ce que tu aimerais lui demander quelque chose? Je sais que tu avais plusieurs questions en banque, là. Ouais, moi, il y a. Oui, la question des commotions cérébrales, moi, que j'aimerais te poser, c'est que souvent, les gens négligent les commotions cérébrales. Je connais des gens qui n'ont eu, ben, tu sais, j'ai jamais joué, je veux dire, des hauts niveaux au hockey. J'ai joué dans le B toute ma vie, sauf que on connaît des gens, que ce soit dans la Ligue nationale ou dans le junior, qui négligent les commotions cérébrales. J'aimerais ça que tu me parles de l'effet que ça peut avoir d'avoir ça sur une carrière, mais une vie aussi. Ben, je pense que le plus gros problème qu'on a, c'est au niveau du hockey mineur, au niveau Midget 3A, au niveau des calibres inférieurs, quand on n'est pas conscient ou quand on n'a pas vécu de commotion, on ne peut pas vraiment comprendre parce que c'est un peu c'est des blessures que les. C'est toi qui le vis et qui l'explique, mais les gens, c'est pas comme une blessure au genou, tu regardes un X-ray et tu le vois. Là. Une commotion, c'est complètement différent. Fait qu'on se retrouve avec cette situation-là où tu as une blessure. Moi, le seul là-dedans, ce que j'aime pas, c'est quand je vois des parents qui mettent leurs jeunes en danger. Pour une semaine de match, 2 matchs, 3 matchs, honnêtement, quand on parle qu'il y a 0, je ne sais même plus c'est quoi le pourcentage de jeunes qui font en Ligue nationale par rapport au hockey québécois. Je crois que c'est de prendre le temps de bien les guérir parce que oui, au-delà, moi j'ai arrêté de jouer à 26 ans. Puis aujourd'hui, je n'ai 33 puis je peux même plus jouer avec mes chums là, pour le plaisir. Fait que, il y a bien il y a des répercussions plus loin que juste la game de hockey puis l'opportunité que tu perds. C'est la mémoire, toutes ces choses-là qui sont plus difficiles. Donc, de mon côté, moi, c'est ça qui me fâche, c'est quand je vois des parents mettre des jeunes qui ne sont pas au courant des impacts puis des dangers, puis de les laisser se faire mal à long terme parce qu'on sait que plus tu es jeune, plus c'est marquant, plus c'est dommageable. Fait que j'aime pas vraiment ça voir ça. Ça veut dire que tu ne OK. pourrais pas jouer dans une ligue de garage, mettons, avec tes amis, comme tu dis. Là. Ça veut dire que tu ne peux pas jouer avec ton fils à la patinoire. Disons que c'est. Avec mon fils, peut-être, là, il y a 12 ans. 13 ans aujourd'hui, c'est vrai? Non, 12 ans. 2008. 12 ans, c'est ça, tabarouette. Yeah, c'est ça, je te dis. mais non, honnêtement, avec lui, je pourrais, tu sais, je peux coacher des pratiques. C'est juste que je peux plus jouer des matchs. L'an passé, il y a 2 ans, j'ai joué avec des chums. J'avais une ligue tous les mercredis matin, puis j'étais tombé, puis j'avais manqué 7 semaines de travail. Mais tu sais, quand tu es animateur du retour d'une Ouais. station sportive à Montréal, disons que c'est Hmm. plate un peu quand que le co-animateur est absent pendant 7 semaines parce qu'il pogne une commotion, parce qu'il est tombé assis sur la glace. Là. OK. Fait que mon docteur m'a dit ben c'est fini mon chum. Fait que disons que ça a été terminé là.
Maintenant, Guillaume, on va passer un petit côté plus joyeux. Ton passage à la Ligue junior majeure, qu'est-ce que tu retiens le plus dans ce passage-là? Tu as quand même été sélectionné deuxième au total au repêchage. C'est quand même pas rien, là. C'est quoi que tu as marqué de plus dans ce passage-là? Ah, je pense que sélectionner deuxième, c'est trippant. En arrière de Sidney Crosby, celle-là encore plus. Quand il y en a un, c'est Crosby, ça fait pas mal d'être deux. Tu sais, quand on dit on se souvient jamais du deuxième, ben dans mon cas, c'est vrai. Mais je pense qu'au-delà de ça, moi, c'est les amitiés, c'est le parcours, c'est l'opportunité. Il y a eu des grands joueurs. Moi, j'ai eu la chance, j'ai joué 3 ans pour les Voltigeurs. J'ai eu la chance d'avoir trois belles années là-bas avec des chums qu'on s'est fait. La famille de pension qui ont été géniales avec moi. Puis moi, je suis arrivé un peu dans une transition avec les Voltigeurs où on était... c'était vraiment... Tu sais, je suis sorti deuxième. Là. D'habitude, c'est pas parce que c'était une grosse saison l'année d'avant. Là. Fait que, il y avait eu, je pense, 13 victoires dans l'année. Il y avait 1200 personnes au game. C'était vraiment tough là, au niveau de l'organisation. Puis on a rentré une couple de jeunes, des vétérans de qualité qui ont réussi un peu à, je dirais pas virer tout à l'envers. Là. Au final, on n'a pas gagné le championnat. Là. Mais on a fait quelque chose de très, très bien. Qui a fait en sorte que l'engouement est revenu, que le CA qui s'occupait de l'équipe, ils ont voulu s'investir encore plus. Puis moi, je pense que l'année que j'ai quitté à Montréal à 19 ans, je pense qu'on aurait gagné, où on aurait été vraiment pas loin. Là, on avait été chercher des Francis Charette, on avait Olivier Magnan, on avait des gars qui ont joué du hockey professionnel par la suite. On avait tout un line-up. Puis, les Voltigeurs se sont retrouvés, je pense, en dedans de 3 semaines. Moi, je suis dans la Ligue nationale. Derek Brassard se casse l'épaule plusieurs mois. Ça venait de changer les plans, puis ça a fait une différence. Mais non, j'ai été extrêmement choyé de l'opportunité de jouer avec les Voltigeurs. Mais on a pu avoir plusieurs joueurs de la Légion majeure en entrevue. Ils nous ont tous dit les amitiés qu'ils ont créées dans ce parcours-là, ça reste à vie. Est-ce que c'est ton cas? Tu as des amitiés qui sont encore actives là, avec les gars qui ont joué avec toi? Oui, on garde toujours contact. Brass, on se parle encore. Peut-être parce qu'on a vécu un peu la même réalité par la suite, qu'on a gardé peut-être contact plus étroit que certains autres. La réalité du travail des enfants, ces choses-là, des fois, tu te perds un peu de vue, mais il reste que tu as toujours une opportunité de te voir, tu as toujours une opportunité de donner, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les Facebook, les Twitter, ces choses-là. Si tu as envie de parler à un chum, si tu as envie de parler à un gars que tu as vécu des choses avec ou lancer un inside, je pense que tu as les opportunités pour le faire. Juste, des fois, ce pas des amitiés qui font en sorte qu'on se parle toutes les semaines, mais c'est des amitiés qui font en sorte que tu lui lances un message qui fait juste hey, je pense à toi, puis ce qu'on a vécu ensemble, c'était trippant au bout. Je pense que c'est juste une belle marque de reconnaissance des belles années qu'on a eues ensemble. Sinon, j'ai une question, Guillaume. Pour un Québécois qui est repêché par les Canadiens, comment qu'on se sent? T'sais, on entend souvent les Québécois ils ont de la pression à être repêchés à Montréal. Toi, est-ce que tu avais de la pression quand tu as été repêché? Ben oui. Ouais, je pense qu'il n'y a pas un Québécois qui se fait repêcher à Montréal qu'il n'y en a pas. Moi, ça a été... je pense que j'ai eu une relation amour-haine avec le public. Autant quand j'ai fait mon premier camp, j'étais tellement chanceux. Ils m'ont adopté, ils ont été derrière moi. Je ne sais pas quel âge vous avez, les boys, là, mais ça scandait mon nom dans le Centre Bell. Puis c'était assez fou. Puis par la suite, j'ai eu des opportunités de jouer sur des trios peut-être avec un temps de glace un peu moins grand qu'espéré. Puis les attentes étaient élevées. Je pense que de ce côté-là, j'ai jamais réussi à atteindre les attentes peut-être qu'on avait envers moi. Est-ce qu'il était trop haute? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas réussi? Au final, on ne le saura jamais. Mais il reste qu'au-delà de la pression, au-delà de tout ça, je pense que j'ai eu un parcours que plusieurs aimeraient avoir eu la chance de faire. Donc, je me sens extrêmement choyé de cette opportunité-là que j'ai eue avec le Canadien. Déjà, jouer un match dans la Ligue nationale, c'est déjà assez un exploit, comme on dit. C'est le rêve de petit gars à tout le monde de jouer un match dans la LNH, puis tu l'as fait. Donc, ça lève mon chapeau. Oui, exact. On côtoie des joueurs, des Luc Robitaille ou des Martin Brodeur ou des personnes de même qui sont des légendes, qu'eux autres aussi ont eu le même rêve que toi puis qui ont réussi à se rendre plus loin. Puis tu réussis, même si j'ai joué dans la Ligue nationale, il y a toujours quelqu'un en avant de toi qui a réussi à faire plus puis que tu peux envier ou tu peux... Fait que je me mets dans la place que moi, quand je regarde ces personnes-là, puis je me dis, il y a certaines personnes qui me regardent moi en disant « Tabarouette, ce gars-là a réussi à faire quelque chose que plusieurs n'ont pas fait. »
Fait que de ce côté-là, je pense que c'est une belle fierté pour moi. Puis on parlait de pression avec les Québécois. Quand tu entends le monde chialer sur Jonathan Drouin, présentement, c'est le joueur que je pense le plus vite, là, qui m'est venu le plus vite en tête. Qu'est-ce que tu as à leur dire, les gens qui mettent de la pression sur Jonathan Drouin, un jeune Québécois qui veut s'épanouir à Montréal? Ben là, il a 25 ans, mais encore jeune. Encore jeune. Tenez-vous pas, les boys, là. Mais non, moi, ben honnêtement, ça revient à ce que je disais tantôt. C'est quoi les attentes? C'est tout simplement ça. Jonathan Drouin ne fera pas 85 points à Montréal. Okay, peut-être une grosse saison, ça va arriver parce qu'il est extrêmement talentueux, puis il va jouer avec Suzuki, puis le kid est débile. Mais je veux dire, sur une base régulière, Drouin, c'est un gars de 50, 55, 60 points maximum. Donc, à partir du moment que tu t'entends puis que tu acceptes que c'est un gars de 55, 60 points, ben moi, j'ai pas de trouble avec ça. Puis, tu sais, on chiale souvent des joueurs, ils se pognent là derrière, blablabla, et le gars, il finit avec 28, 30 buts par année. Tu sais, c'est sûr, mais pour faire 30 buts par année sur 82 matchs, il y a quand même bien 50 matchs, tu n'en scores pas. Fait que ça se peut que là-dedans, tu en aies des plates. Tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'un gars ne peut pas jouer 82 matchs quand on joue aux 2 soirs puis qu'on voyage à travers l'Amérique du Nord, que Tabarouette, il va jouer tous les soirs à 100% puis qu'il va être bien puis qu'il n'y aura pas de problème familial puis qu'il n'y aura pas... Il y a plein d'affaires qui arrivent en ligne de compte. Puis je pense que Jonathan, moi, de mon côté, tu sais, puis c'est sans rien enlever à l'organisation puis au talent des joueurs du Canadien, là. Mais j'ai regardé l'alignement ce matin, puis j'ai pas vu de Stamkos, puis j'ai pas vu de Kucherov, puis j'ai pas vu d'Andrei Palat, puis d'Alex Killorn, puis de Victor Hedman. Fait que quand tu roules un power play, puis que c'est toi le gars qui contrôle l'avantage numérique comparativement à quand tu es un gars parmi tant d'autres, ça change la game. Fait que pour moi, Jonathan, moi, je suis pas déçu de Jonathan Drouin. Je pense qu'on fait un gros cas avec lui, mais c'est un gars de 60 points dans la Ligue nationale. Puis c'est un gars qui amène un très bon rendement dans ce qu'il peut apporter avec ce qui lui est donné. Puis regarde cette année, tu as eu l'éclosion en playoff de Suzuki. Un autre joueur de talent qui a une belle lecture du jeu, qu'est-ce que ça a fait? Ben, Drouin a fini dans tes meilleurs marqueurs des séries éliminatoires. Ben, c'est exactement ça. S'il est tout seul, je connais pas un gars tout seul, à part peut-être Sidney Crosby et McDavid, qui peuvent faire des jeux tout seul et te faire gagner des matchs. Fait que Jonathan Drouin est un joueur important pour le Canadien. Quand on va le mettre avec un joueur de talent comme Suzuki ou comme Kotkaniemi qui est en train de faire une belle éclosion, je pense qu'on va voir le talent de Jonathan Drouin. Puis c'est impossible de comparer ce qu'il faisait à Tampa. Il n'y a pas la même qualité de joueur autour de lui. Et au pire, il peut juste surprendre. Exact. Ouais, en plein ça. Moi, j'ai une question sur les échanges. Tu en as vécu une avec le Canadien que tu as envoyé aux Wild du Minnesota. Tu avais seulement fait 3 points dans les 23 premiers matchs de la saison, puis on t'envoie au Wild. Est-ce que c'était un soulagement pour toi lorsque ils t'ont dit on va t'envoyer au Wild du Minnesota? Ben moi, on m'a demandé si je voulais, mon agent voulait que je demande une transaction. Avoir joué pour les Oilers d'Edmonton, j'aurais dit oui, puis on aurait demandé une transaction, puis ça aurait fini là. Mais en jouant pour le Canadien, je ne voulais pas partir de l'organisation. Je voulais me donner la chance de jouer pour l'équipe. Puis si un jour on décide de m'échanger, bien, que ce soit une décision de l'organisation, que ça ne vienne pas de mon bord. Je ne voulais pas vivre avec ce sentiment-là d'avoir demandé de partir de Montréal. Fait que j'ai jamais voulu le demander. Je savais que j'allais partir par rapport à des conversations que j'avais eues avec certains agents, avec des médias qui m'avaient annoncé un peu que mon nom, quand on parle du fameux trading block, là, il était sur le trading block, puis c'était juste une question de temps. Mais il reste que pour moi, avec Jacques Martin, j'avais pas l'opportunité de jouer 3 minutes par soir, je pense, certains soirs. Donc, c'est dur de performer. Puis, honnêtement, je ne suis même pas amer de Jacques-Martin. Ça fait partie de la game. Il y a des joueurs avec qui tu as des affinités, il y a des joueurs avec qui tu n'en as pas. Puis, je n'étais pas un joueur qui cadrait dans son style de joueur recherché, de joueur parfait, puis that's it. Puis c'est bien correct. Puis je me suis en allé avec le Wild. On m'a offert une opportunité en or. J'ai joué avec un des meilleurs joueurs que j'ai joué dans toute ma vie, avec Martin Havlat. Extrêmement talentueux, extrêmement bon. Il m'a permis de faire 25 buts en 55 matchs là-bas avec le Wild. Donc, ça a été exceptionnel pour moi. D'un côté, je les remercie de m'avoir donné cette opportunité-là. C'est ce qui me permet aujourd'hui de faire du hockey midget 3A, puis pas d'avoir de pression salariale, puis de vivre ma vie, puis d'avoir du fun. Fait que de ce côté-là, ça a été bénéfique pour ma carrière, c'est sûr, la transaction, même si tu ne souhaites jamais partir de Montréal. Moi, ma question, c'est est-ce que Saint Paul au Minnesota est une belle ville?
Ça dépend de ce que tu recherches. Si tu aimes la chasse, si tu aimes les beaux paysages, si tu aimes les lacs, si tu aimes la nature, ces choses-là, c'est exceptionnel. Si tu recherches la plage, le soleil, la chaleur, ben, tu n'es pas à bonne place parce que je peux te dire qu'à Minnesota, c'est fret, c'est un moyen temps. Mais honnêtement, moi, j'ai trippé. Je suis tombé en amour avec cet état-là des États-Unis. C'est magique. Moi, j'ai vraiment trippé là-bas. Puis Minneapolis, c'est à 20 minutes de route, mais ça aussi, là, c'est une ville qui est exceptionnelle. Extrêmement beaucoup de vie dans cette ville-là. Donc, moi, j'ai juste des bons mots. On entend souvent là, les Edmonton, les Winnipeg, les Minnesota. C'est pas des villes... c'est pas sexy pour un joueur qui est joueur autonome, mais il reste que moi, j'ai eu vraiment un beau parcours là-bas. Puis je connais pas un joueur qui dit que c'est pas plaisant d'aller jouer avec le Wild. Là. Puis j'aime ça en arrière, jouer ta petite casquette du Wild. C'est genre... c'est bon. C'est bon. Et Guillaume, c'est quoi le feeling pour un joueur de hockey d'embarquer sur la glace quand on dit, je veux dire, prendre l'exemple du Canadien, accueillons nos Canadiens? C'est quoi le feeling quand on embarque sur la glace avec les fans qui crient pour nous encourager? Tous tes souvenirs, sûrement, défilent dans ta tête. Ben, c'est exceptionnel. C'est un trip, là. C'est vraiment rien que ça, honnêtement. Tu te sens privilégié. Moi, toutes les fois que je faisais un starting line-up, c'est la ligne bleue au Centre Bell sur l'hymne national, je prenais toujours le temps de regarder autour et de dire « Tabarouette, je suis ici. » C'est hot. C'est le fun. C'est trippant. Ça revient à ce qu'on disait en ouverture de show qui... j'ai vécu quelque chose que 1 million, 3 millions, 25 millions de personnes aimeraient vivre, que moi, je l'ai fait. Fait que peu importe la durée que ça a été, peu importe le temps, peu importe comment j'ai déçu, comment on m'a aimé, au final, je l'ai fait. Fait que ça, c'est des souvenirs que je vais toujours garder. Puis c'est sûr, l'ambiance du Centre Bell, c'est assez exceptionnel. Puis c'est drôle parce que je l'ai vécu dans les playoffs avec les Sénateurs, de venir jouer en série contre les Canadiens. Puis c'était une toute autre atmosphère, mais qui est aussi... c'était plaisant aussi de venir jouer au Centre Bell dans le rôle de l'adversaire. J'ai aimé ça aussi quand même si c'était la game la plus tough de l'année, dans le fond. C'était tough de venir jouer ici, là, ça c'est sûr. Et si je ne me trompe pas, tu avais marqué contre les Canadiens en série avec les Sénateurs. Ouais, comme je dis à mes joueurs, mets ton gros derrière en avant du net, tu sais jamais. Ouais, c'est ça. Le gros derrière en avant du net contre le gros derrière à Carey, puis elle m'a pogné la culotte, puis elle est rentrée. Puis ça a la glace, puis on a joué ensemble. On a été drafté, Carey a été drafté première ronde en 2005, moi en deuxième ronde. Fait qu'on se connaît très bien, on a évolué longtemps ensemble. Fait que quand je suis tombé dessus, je l'écœurais un peu dans le net, mais c'est tellement... C'est ça qui est le fun d'avoir cette chance-là, de côtoyer ces grandes vedettes-là. C'est tellement du monde... exceptionnel, puis sharp, puis oui, exactement, j'avais réussi à marquer. Un but avait été en révision en plus, puis quand il l'avait donné, j'étais content. J'avais eu une saison vraiment difficile avec les Sens, là, avec Paul McLean. Ça avait été tough, j'avais pas le temps, j'avais pas performé, j'avais eu une autre commotion là-bas, ça m'avait ralenti dans la saison écourtée. Ça a été finalement ma dernière opportunité dans la Ligue nationale avec les Sénateurs. Fait que j'en ai profité. Je pense que mon dernier but dans la Ligue nationale, c'est au Centre Bell dans les playoffs contre le Canadien. Donc, marquer ton dernier but contre le Canadien, c'est que ta première équipe dans la Ligue nationale, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ensuite, tu as parti en Europe pour jouer seulement 12 parties. Ouais. C'est quoi la prise de décision d'aller en Europe? Tu sais, mon cousin, lui, a pris la décision d'aller en Europe l'an dernier. C'est une grosse décision à prendre. Tu laisses ton rêve de la Ligue nationale de côté pour aller... Moi, j'avais pas le choix. J'avais eu, au-delà de mes blessures, au-delà de mes commotions, j'avais eu... je suis rendu à 8 opérations. Là, fait que je commençais à être hypothéqué pas mal au niveau physique. Puis là, j'avais été au camp des Coyotes de l'Arizona. J'avais un super bon camp, je pense mon meilleur camp de tous mes camps dans la Ligue nationale. Finalement, j'avais une date limite que j'avais mis avec l'organisation qui était, je pense, le 22 septembre, peu importe. Puis je me suis blessé au dos, puis j'ai manqué 2 jours. On dirait que juste ça les a rendus craintifs. Parce qu'avec le camp que j'avais eu, il n'y avait pas de raison que je ne fasse pas l'équipe.
Puis si un jour vous interviewez Louis Domingue, vous lui demanderez, il était là au camp d'entraînement, puis même lui, il dit que c'était... Ben, tu sais, je me suis blessé, puis finalement, ce qu'ils m'ont dit, c'est, gars, on a peur un peu à ta santé par rapport à tes blessures, à tes commotions, ces choses-là. On aimerait ça que tu commences l'année dans la Ligue américaine sur un two-way, puis que tu reviennes après une coupe de match quand que tu vas avoir pris le beat, que tes blessures vont avoir récupéré toutes ces choses-là. Mais moi, je le savais que ma tête était beaucoup trop fragile là, pour aller jouer. Tu sais, la Ligue américaine, c'est pas la même chose, là. Les gars, ils s'arrachent la tête, puis ça veut monter, puis ils se foutent bien que tu aies joué 5 ans, 10 ans, 15 ans dans la Ligue nationale. Les autres, ce qu'ils veulent, c'est monter, puis c'est correct. Cette ligue-là est là pour ça. Fait que moi, je le savais, mon agent disait, Guillaume, vas-y, dans 10-15e, ils me l'ont dit, tu montes. Mais je ne pouvais pas risquer d'aller là-bas parce que c'était trop une ligue qui était dangereuse dans ma situation à moi. Fait que finalement, j'ai décidé de lâcher un coup de fil à Zurich. C'était les Lions de Zurich qui ont, avec Marc-André Bergeron, avec qui j'avais joué avec le Canadien. Bob Hartley qui avait coaché là, qui avait donné des bons mots sur moi là-bas. Ça m'a donné une opportunité. Parce que les gens pensent, il s'en va en Europe, ça va être facile. Je m'excuse, là, mais rentrer en Suisse, là, il y a 4 importés par équipe. C'est pas n'importe qui rentre. Là. Si tu n'as pas joué dans la Ligue nationale, tu n'as pas des stats, là, c'est bien, bien rare que tu vas réussir à rentrer dans cette ligue-là. Puis ça, les gens ne le réalisent pas. Il y a des gars de la Ligue nationale qui se retrouvent dans des ligues qui sont pas la Suisse là, parce que c'est pas facile d'y rester. Puis finalement, j'ai pogné une autre commotion là-bas. Fait que ça a été. Moi, j'avais une clause de sortie dans mon contrat au mois de décembre. Je pense que c'était le 31 décembre. L'organisation voulait que je reste, voulait que je prenne le temps des fêtes pour récupérer puis recommencer à jouer en janvier. Mais là, ça faisait 3 ans là, que ça y allait plus. Là, ça ne marchait plus pantoute. Fait que j'avais décidé de juste demander de résigner mon contrat pour que je puisse partir. Puis ça a été là que j'ai annoncé. Ben, que j'ai annoncé. Je n'ai pas fait d'annonce vraiment, mais que j'ai pris ma retraite. J'ai arrêté de jouer. Fait que ça a été là sur une commotion que j'ai arrêté. Mais la retraite, justement, ça doit être dur de dire c'est terminé, je ne joue plus au hockey. Puis c'est... Ouais. Moi, ça a été un peu l'inverse. Pas que j'ai trouvé ça le fun, mais dans le sens que j'étais tellement préparé. J'ai eu beaucoup de commotions dans ma vie, là, mais dans mes 3 dernières années, j'en ai eu 7 très grosses. Puis à la première des 7, j'avais dit à mon ex dans le temps, la prochaine, j'arrête. J'arrête de jouer parce que là, je suis de la misère. Puis là, après ça, la deuxième arrive plus vite que tu t'attends. OK, la prochaine. La prochaine. Alors, on s'est rendu à 7 de même. Fait que, à part les opérations que j'avais eues, disons que j'étais rendu là. J'avais plus de douleur à jouer que de plaisir. Rendu là, je pense que la vie t'envoie un message que tu n'as peut-être assez fait. C'est plate, c'est malheureux. J'ai commencé à 19, j'ai arrêté à 26. J'aurais pu avoir une super belle carrière. Souvent, les gens me disent « Ah, tu dois durer. » Non, pas en tout. J'ai été extrêmement choyé de vivre mon rêve puis de jouer dans la Ligue nationale. Puis comme j'ai dit, le Wild m'a permis d'avoir un coussin financier qui me permet de vivre très bien aujourd'hui, malgré une carrière peut-être qui a perdu 5, 6, 7 ans, 8 ans. Donc, de ce côté-là, je me trouve au contraire vraiment choyé puis vraiment chanceux de ce que j'ai réussi à vivre dans toute cette belle game de hockey-là. Puis aujourd'hui, ben, tu peux continuer à travailler et à parler de hockey à RDS et avec la poche bleue. Exactement. Puis là, je reçois des invitations, je fais des podcasts, la table du hockey. Tu sais, peux-tu quand tu atteins le sommet, c'est quoi? Mais honnêtement, tu sais, puis oui, tu as raison. Tu sais, je fais RDS, qui est une super belle gang. Là, on a une grosse annonce qui s'en vient, nous autres, sur le podcast la semaine prochaine, avec des projets futurs qui s'agrossit très vite aussi. Fait que de ce côté-là, je ne suis pas à plaindre. Là, puis je fais du hockey Midget 3A. Là, j'ai pris le développement de la structure au complet cet été. Donc, je développe des jeunes de 12 ans jusqu'à 17 ans. C'est moi qui bâtis le programme. C'est moi qui choisis les coachs. Fait que c'est vraiment un beau trip. C'est vraiment une opportunité incroyable que j'ai. Je ne fais pas ça de monter junior dans le sens que moi, j'ai 2 enfants. Je suis séparé. Je ne peux pas m'en aller en région pour faire du hockey puis gagner ma vie dans le hockey junior majeur pour l'instant. Peut-être comme DG, c'est plus facile parce que tu peux être à distance, là, mais comme entraîneur ou autre, là, ça, je ne pourrais pas me le permettre. Fait que je le fais par passion, par plaisir. Les jeunes sont à l'écoute, c'est trippant au bout. Fait que je suis vraiment, vraiment, vraiment choyé. Puis on a une gang au Midget 3 ici que j'ai rentré cette année. On a Steve Larouche, il a joué 60 games dans le pro, à peu près dans la Ligue nationale, mais au-dessus quasiment de 1000 games pro, 1200 games. Pascal Trépanier a joué quasiment 300 games dans la Ligue nationale.
On a Eric Hood qui a joué 70 games dans la Ligue nationale, des carrières de hockey pro. T'sais, mon coach à l'Espoir, c'est mon frère, il a joué 15 ans pro. On a le coach au Bantam 3A, il a joué 14 ans dans DEL en Allemagne. Fait que, on a vraiment un bagage d'anciens joueurs là, qui est trippant. On parle le même langage, puis au final, on fait tout ça pour les jeunes, puis redonner la passion qu'on s'est fait donner quand on a commencé à jouer. Fait que, on est choyés, on est chanceux de faire ça pour gagner notre vie. Là. Puis tu nous disais que tu t'occupais du recrutement des coachs. Comment ça se passe, trouver un coach pour une équipe? Ben moi, ça a été facile parce que c'est des chums, là, tu sais. On s'entraîne ensemble, du monde qui sont un peu... oui, moi, j'ai arrêté il y a 7 ans. Mettons qu'eux autres, ils ont arrêté il y a 1 an ou 2, là. Fait que c'est des chums à moi qui ont eu des carrières professionnelles, qui arrêtent de jouer, qu'on leur offre une opportunité. Tu sais, même là, on a, pour le Midget Espoir, Jimmy Oligny, qui joue encore dans la Ligue américaine. Là, la Ligue américaine est repoussée, fait qu'il va nous aider sur la glace avec quelques pratiques. Fait qu'on a un joueur actif de la Ligue américaine qui vient nous aider. C'est méchant beau trip pour nos jeunes. On est chanceux là-dessus. Fait que c'est des chums. C'est ça qui est le fun là-dedans. D'avoir des gars généreux qui veulent le faire et qui veulent donner de leur temps. Je pense qu'on est en train de bâtir un très, très beau programme. Maintenant, on voit ta calotte, la poche bleue. Ton podcast, le podcast qui m'a le plus impressionné dans les dernières années, les invités que vous avez, c'est super bon. Peux-tu nous parler un peu de ton podcast que les gens qui ne vous connaissent pas puissent aller vous suivre en même temps? Oui, bien, disons que ça a parti sur une brosse un mercredi soir sur Instagram. Moi puis Max, en confinement, on était sur WhatsApp, puis là, on s'en venait bien chaud. Puis là, moi, ça faisait 1 an ou 2, je disais, Max, ah ouais, là, on s'en va, on fait un podcast ensemble. Tu sais, moi, ça fait 15 ans, moi puis Max, on est chum depuis des années dans la Ligue nationale. Tu sais, moi, j'étais un draft 2005, Max, c'est un draft 2004. Tous mes camps, je les ai faits avec lui. C'était mon roommate, c'était mon buddy, on était toujours ensemble. Fait que là, je disais, ah ouais, on a, tu sais, 2 gars qui ont joué pour le Canadien, qui n'ont pas la langue de bois, tu sais, qui sont proches du peuple, on est accessible. Tu sais, je pense que ça pourrait être de quoi qui pourrait être trippant pour le monde. Fait que, tu sais, je joue encore. OK, ça va un soir un peu pompette, c'est ça. Fait que là, il me dit, OK, on s'en va sur Instagram. Parfait. On s'en va sur Instagram. Puis là, premier soir, 70 personnes. Parfait, c'est bon. Tu sais, là, le deuxième soir, le lendemain m'appelle. On en refait un autre, juste voir. On est rendu à 200. Puis là, on a monté de même. Puis là, on est rendu aujourd'hui, je pense qu'on a atteint, si on compte Spotify, on doit être autour de 600 000 vues sur la plateforme là, en 15-16 shows, je pense. Là, on rentre la deuxième. Fait que, ça a déboulé vraiment vite. Après ça, on est rentré, je pense, au 3e show, la gang de Bill Bucket. On est rentré en contact. Tac, on se retrouve, tu le vois en arrière de moi, là. Ça, c'est la première version de notre bière. La deuxième version, puis ça, c'est la dernière. On a notre bière, on est rendu avec notre linge, on va sortir un autre produit au mois d'octobre. Ça a vraiment... on est chanceux, on est chanceux. Comme tu disais tantôt, j'ai la chance de travailler à RDS, de tout faire ça, mais le hockey professionnel puis le Canadien m'emmène qu'aujourd'hui, j'ai un podcast que les gens ont le goût d'écouter puis des invités qui ont le goût de venir nous jaser, on a eu Jacques Villeneuve, Martin Brodeur, GSP, Carbo qui nous a coachés. C'est trippant, vraiment le fun. On est vraiment choyés. C'est ça. Puis quand on reçoit c'est pour ça que quand on reçoit des appels de podcasts comme vous autres qui veulent gagner, de se faire connaître puis d'avoir l'opportunité de se faire voir. Puis ben pour nous autres, c'est juste ça. C'est d'être. On doit ça à la gang. Puis qu'il y ait un podcast de plus qui est bon et qui performe pour nous autres, ben c'est tant mieux. Je pense que c'est un beau média. Puis c'est une belle ouverture. Puis je pense que c'est le fun. Plus qu'il y en a, plus que les. Au final, c'est qui gagne? C'est le monde qui écoute. Puis c'est ça l'important pour nous autres, encore une fois. T'sais. Fait que moi, c'est ça. On a du fun. On a du fun. Ouais. Puis là. C'est ça, ça grossit pas mal vite. Des fois, il y a des gens qui pensent que parce qu'on n'a pas été dans des joueurs de hockey, des professionnels, ben, on n'a pas des bonnes opinions. Mais avec ce podcast-là, moi et Jean-Michel, des fois, on chicane, puis on passe des beaux débats. Non, mais puis pour moi, là, toute opinion est bonne. Toute opinion est bonne, toute évaluation est bonne. Pas parce que j'ai joué à la game que je la connais plus. Oui, il y a des moments, peut-être dans un match, où je vais être capable plus d'évaluer la façon que le gars pensait dans cette situation de jeu-là. Mais il reste qu'un forecheck, c'est un forecheck. Quand même bien que je le décris de 300 façons, c'est un forecheck. Puis au final, il y a 5 attaquants d'un bord, 5 de l'autre. Il y a 4 arbitres, 2 goalers et une petite noire qui se promènent. Fait que quand même bien qu'on s'estime comme on veut puis que tu aies l'analyse que tu veux, il reste qu'au final, c'est la même game de hockey. Fait que moi, je trouve ça intéressant. Puis
Les opinions de partout sont intéressantes. Puis des fois, il y a même, tu sais, puis il y a du monde qui emmène des points. Je fais, c'est intéressant. Puis ça te fait réfléchir, ça t'emmène ailleurs. Fait qu'à partir de là, à partir du moment que tu restes ouvert puis que tu respectes l'opinion des autres, je pense que ça te fait progresser comme personne. Puis ça fait progresser tout le monde. Autant mon show que le vote. Fait que non, c'est bien le fun. Ben, Guillaume, moi, je te remercie sincèrement. C'est très, très, très apprécié d'avoir pris du temps pour des jeunes comme nous qui étudient dans le domaine pour devenir travailler à la radio ou à la télé ou devenir journaliste. Sincèrement, c'est très apprécié. Tu réponds super vite. C'est ça, ça a été... Je revenais pas. Guillaume Latendresse, un ancien joueur du Canadien, prend le temps de répondre aux jeunes passionnés. Puis, sincèrement, je crois que c'est une de votre marque de commerce avec la poche bleue. Embarquer le monde, c'est quelque chose que, selon moi, vous devez continuer comme ça, faire embarquer le monde. Le monde vous suit pour ça, puis c'est un plaisir de pouvoir te parler, sincèrement. C'était super le fun. Très sympathique. Ça me fait plaisir, les boys, puis c'est ça. La poche bleue, c'est l'authenticité, puis on est une gang de boys qui prennent une bière autour d'une table. On met une caméra, puis on jase, c'est tout au final. Hein? Que ce soit GSP ou que ce soit vous autres avec la table du hockey, c'est la même affaire. C'est des boys qui ont une opinion, qui prennent une bière. Fait que, on est juste là pour avoir du fun puis divertir. Fait que lâchez pas, les boys, puis continuez de grossir ça, puis travailler fort, c'est important. Croyez-y. La bière de la poche bleue sur la table du hockey. Moi, je suis pas non, je suis pas non. Squeezer dans le tiroir, c'est là qu'elle tombe bleue. Je vous remercie, les boys. Attention à vous autres. Merci, c'était super gentil. Merci à toi. Salut, les boys. Soirée. Bye bye. Bye.